Alors, c'est bon, on peut commencer? Oui. تسمعني ولا تكمل؟ أسمعك. C'est très bien. عجيبا. Donc, essayez de couper, s'il vous plaît, les micros. Bon, la dernière fois, on avait commencé le premier chapitre. On répondait à la question principale, pourquoi on fait appel à la physique statistique? D'accord? Donc, j'ai essayé de voir un petit peu les choses et de vous donner la principale raison quand est-ce qu'on peut appliquer la physique statistique. Coupez les micros, s'il vous plaît. اللي عنده شي ميكرو يحاول يطفيه. الله يرضى عليكم. D'accord? Bon. Alors, si vous avez des questions à poser sur le premier chapitre, on peut le revoir ensemble. Sinon, on peut passer au deuxième chapitre. On va essayer de rappeler quelques notions fondamentales des probabilités. Il y en a quelques-unes que vous avez déjà vues en terminale ou avant. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va appliquer cette année en physique statistique. Qu'est-ce que c'est cette année? D'accord? Alors, je commence par quelques définitions pour rappeler un petit peu les choses qui sont faciles, mais en même temps, c'est un rappel. D'accord? C'est un rappel mathématique. Alors, je commence par parler de la combinatoire. On peut... la combinatoire, c'est quoi? C'est une branche des mathématiques qui s'occupe des dénombrements ou bien un comptage lorsqu'on veut compter des objets ou bien des configurations. Donc, ça nous aide à faire un compte des objets d'une façon générale, mais surtout que si le nombre est énorme. D'accord? Dans la combinatoire, on peut parler soit de l'addition, soit de la multiplication, soit de la puissance. Quand est-ce qu'on parle de l'addition? L'addition en probabilité. Je peux donner un exemple simple pour comprendre un petit peu les choses. Supposons qu'on a des lettres et des chiffres. D'accord? Des lettres et des chiffres. Peut-être, par exemple, on a des voitures qui sont immatriculées par des lettres et des chiffres. On sait que les lettres en français, il y en a 26. Et les chiffres, il y en a 10. Donc, je peux dire qu'il y a 26 plus 10 manières différentes de choisir une lettre ou un chiffre. Lorsque je dis ou, ça veut dire que je fais une addition. Toujours lorsque j'essaie de choisir entre une lettre, par exemple, dans ce cas-là, ou un chiffre, donc j'ai un choix entre les deux. Soit j'écris une lettre, soit j'écris un chiffre. D'accord? Donc A, B, C, D, etc., 0, 1, 2, etc. Donc, le nombre total de choix que j'ai, c'est 26 plus 10. Ça veut dire 36. D'accord? Maintenant, si je veux choisir une lettre et un chiffre en même temps, par exemple A1, A2, B5, B9, etc. Je vais immatriculer, par exemple, des voitures n'importe par un chiffre et une lettre. Dans ce cas, je vais utiliser les deux en même temps. Et là, je vais utiliser et. Et lorsque j'utilise et, je passe à une multiplication. Donc, addition, donc le nombre de manières de choisir une lettre, c'est 26. Le nombre de manières de choisir un chiffre, c'est 10. Donc, il y a 36 manières différentes de choisir soit une lettre, soit un chiffre. Une lettre ou un chiffre. Pour choisir une lettre et un chiffre, dans ce cas-là, je peux avoir 26 fois 10 choix. Ça veut dire que A1 jusqu'à A0
jusqu'à un F, combien j'ai des choix ici? J'ai 10 choix. B, la même chose, j'ai 10 choix. C, 0, C1, C, etc. jusqu'à 9, 10 choix. Et du fait que j'ai 26 lettres, donc le nombre total de configurations, bien de manière de choix, ça devient 26 fois 10. Donc il y a 260, on l'appelle soit les choix qu'on peut avoir, soit les configurations de manière générale. D'accord? Et dans ce cas, j'aurai comme résultat 260 choix. D'accord? 260 choix. Lorsque j'utilise et, donc je fais une multiplication. Le nombre de lettres fois le nombre de chiffres. D'accord? Alors, supposons maintenant qu'on lance 2 dés simultanément. J'ai 2 dés, il y a dados, un bleu et un rouge. D'accord? Et on va essayer de calculer la probabilité d'obtenir 3 et 5 indépendamment de la couleur du dé. Mais je peux avoir soit 3 de rouge, 5 bleus, ou bien 3 bleus et 5 rouges. D'accord? Alors, dans ce cas-là, pour avoir 3 bleus, 5 rouges, combien de cas je peux avoir? Je sais que le dé, il a 6 faces. D'accord? Il a 6 faces. Et pour avoir 3, par exemple, c'est 1/6. D'accord? C'est 1/6. Et pour avoir 5, c'est 1/6. Donc, je vais avoir combien de la probabilité d'avoir 3 et 5 indépendamment de la couleur, c'est 1/6, d'accord, de bleu par exemple, multiplié par 1/6, ça fait 1 sur 36, d'accord? Ça, c'est pour avoir par exemple 3 bleus, 3 rouges. Mais là, je vais avoir 3 bleus, 3 rouges, ou bien 5 bleus, 5 rouges. Donc, je fais le produit. D'accord? Je fais le produit. Je fais la somme. Je m'excuse. Je fais la somme. J'ai trouvé 1 sur 36 pour avoir 3, soit avec le dé bleu ou bien le dé rouge, 1 sur 36 avec, pour avoir 5. Donc, si je fais la somme 1 sur 36 plus 1 sur 36, je trouve 2 sur 36 qui est égal à 1 sur 18. Donc, la probabilité d'avoir, comme je dis ici, d'avoir 3 et 5 indépendamment de la couleur du dé est 1 sur 18. D'accord? Pourquoi? Parce que la probabilité, ça sera la somme des probabilités de ces deux événements. Le premier événement, c'est d'avoir 3 ou 5 avec le bleu. Le deuxième événement, c'est d'avoir 3 ou 5 avec le deuxième. D'accord? Donc, je tombe sur le résultat 1 sur 18. Pourquoi on fait appel à cette multiplication ou bien en probabilité on l'appelle et, parce qu'on va la lier à la physique statistique. Autrement dit, on va la lier à ce qu'on appelle l'entropie. D'accord? En physique statistique, tout se joue sur l'entropie. Déjà, il faut avoir cette idée depuis le début. Si on arrive à trouver l'entropie d'un système quelconque en physique statistique, je peux calculer toutes les autres grandeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une relation qui lie l'entropie à l'énergie interne, par exemple, à la température, à la pression, au volume, etc. Donc, le plus important en physique statistique, c'est de calculer l'entropie. Une fois on a l'entropie, tout le reste, on peut le faire. D'accord? Donc, pourquoi je fais appel à la probabilité et la lier à la physique statistique? Et la physique statistique, la grandeur la plus importante est l'entropie. Et on sait que l'entropie, c'est quoi? L'entropie, on va la voir, d'accord? Lorsque je dis, je calcule l'entropie c'est le deuxième paragraphe, on va le voir après. Alors, avec le langage de la physique statistique,
si deux systèmes A et B sont indépendants et ont respectivement oméga A pour le premier système, oméga B, configuration pour le deuxième système, j'ai oméga A, le nombre de choix pour oméga A, c'est oméga pour le système A, c'est oméga A. Pour le système B, j'ai oméga B, configuration possible. Donc, pour les deux, pour le système entier qui est constitué des deux sous-systèmes A et B, je dois faire le produit. D'accord? Je dois faire le produit. Maintenant, j'utilise A. Combien j'ai des configurations dans A et dans B. D'accord? Et dans B. Donc, je fais le produit. Pour parler de nombre de configurations dans mon système entier qui englobe A et B, c'est le produit des configurations du système A fois le nombre de configurations du système B. Donc, je peux dire que si deux systèmes A et B sont indépendants et ont respectivement oméga A et oméga B configurations possibles, alors il y a comme résultat, pour le système total, oméga A fois oméga B, configuration possible pour l'assemblage des deux systèmes A et B. Donc, retenons, ça c'est très important, oméga A fois oméga B, qu'on va la lier à la probabilité, à l'entropie. Alors, cette propriété, elle est très importante quand on va définir l'entropie. Pourquoi? Parce que si on considère un système quelconque qui est constitué de deux sous-systèmes A et B, à quoi est égale l'entropie totale du système? On l'a vu l'année dernière, qu'elle est égale à l'entropie du système A plus l'entropie du système B. Ça d'une part. Comme l'énergie. L'énergie du système total, c'est égal à l'énergie du système A, si on fait un assemblage des deux systèmes A et B, plus l'énergie du deuxième système. D'accord? La même chose pour l'entropie. En effet, si les deux sous-systèmes sont isolés, là c'est très important de parler de l'isolation, mais s'ils ne sont pas isolés, là c'est un autre problème. D'accord? Supposons que ces deux systèmes sont isolés. C'est pourquoi on a le droit de faire la somme des entropies ou bien des énergies. D'accord? Il est clair que isolé ici, ça parle des systèmes thermodynamiques. Et là, j'ai parlé dans le langage des probabilités, je dis que les systèmes A et B sont indépendants. D'accord? De point de vue thermodynamique, bien physique. D'accord? Point de vue mathématique, on dit qu'ils sont indépendants. Alors, il est clair que oméga total, le nombre de combinaisons totales du système entier, constitué de A et B, est égal au produit du nombre de combinaisons de A fois le nombre de combinaisons de B. Alors, quelle est la relation qui existe entre S total, qui va être lié à oméga total, nombre de combinaisons totales, et là, je trouve que S total, c'est la somme, et là, je trouve qu'oméga total, c'est le produit. Donc, S, elle est en fonction de oméga A fois oméga B. Alors, comment on peut faire le passage de la somme au produit? Donc, il n'y a pas ce passage, il n'y a pas d'autre fonction qui peut me permettre le passage de la somme au produit, sauf le logarithme. Ça veut dire que S, il peut être proportionnel à log de oméga. D'accord? Si j'écris S1 est égal à log de oméga 1, par exemple, si je remplace oméga par oméga A fois oméga B, je vais trouver log de oméga A fois oméga B, qui est égal à log de oméga A plus log de oméga B. Et si je remplace log de oméga A, bien sûr, fois la constante K, la proportionnalité, est égale à SA. La deuxième K, log de oméga B, que je remplace par SB, l'entropie du sous-système B. Donc, je passe du produit oméga A plus, fois oméga B à la somme. D'accord? Je passe des produits à la somme. Déjà, je peux lier le nombre de combinaisons à l'entropie avec le logarithme. Et cette propriété est très importante en physique statistique. C'est elle qu'on va utiliser tout le temps en physique statistique.
C'est-à-dire, si je connais le nombre de combinaisons, que je vais appeler après le nombre de micro-états accessibles, d'accord? On va voir dans quel cas, comment on peut faire compter ces combinaisons, ou bien ces micro-états, parce qu'il y a des cas qui sont quantiques, il y a des cas qui sont classiques, et on va voir comment calculer oméga, le nombre de combinaisons totales, ou le nombre de configurations totales. Une fois on a oméga, on peut calculer S, l'entropie du système, à l'aide de K, c'est une constante qu'on va appeler après la constante de Boltzmann, qui est très connue, K log de oméga. Une fois on a l'entropie, bien sûr, tout le reste, on peut le calculer. Tout le reste, ça veut dire toutes les grandeurs physiques dont on aura besoin, comme l'énergie, comme la température, comme le volume, etc. D'accord? Alors, cette propriété est cependant beaucoup plus générale et s'étend à 12 systèmes A et B qui peuvent s'échanger de l'énergie des particules et du volume. Là où j'ai supposé que les deux systèmes sont isolés, d'accord, mais on peut l'étendre à tous les systèmes qui peuvent soit fermés, soit ouverts. Lorsque je dis fermé, ça veut dire qu'ils s'échangent de l'énergie, mais pas la matière, mais, ou bien ouvert, lorsqu'ils s'échangent l'énergie et les particules. Les particules, ça veut dire la matière. La matière, je peux parler de la masse qui s'échange, je peux parler d'un certain nombre de molécules qui s'échangent, ou bien, pour nous, qui nous intéresse, ce sont le nombre de particules qui s'échangent entre A et B. D'accord? Et toujours, là je le rappelle, je l'ai déjà dit dans le premier chapitre, toujours la condition principale pour faire ce calcul est que les deux systèmes soient en équilibre thermodynamique. Comme vous l'avez vu en thermodynamique, on ne peut étudier un système que s'il est en équilibre thermodynamique. S'il est en évolution, je ne peux pas l'étudier. Je ne peux pas suivre l'évolution de la température ou la pression. C'est impossible. D'accord? En thermodynamique. Mais toujours, je vais définir un certain équilibre thermodynamique que j'appellerai par exemple initial, dans la température constante, la pression constante, etc., le volume constant, et je fais une évolution quelconque et j'ai l'équilibre thermodynamique. Une fois que j'ai l'équilibre thermodynamique, je peux parler des grandeurs physiques qui sont connues macroscopiques comme la température, le volume, etc. Donc, je ne peux étudier que dans la physique statistique ou bien la thermodynamique, les systèmes que s'ils sont en équilibre thermodynamique. Lorsqu'il y a ouvert. Donc, s'il y a un équilibre thermodynamique, je peux les étudier. S'il n'y a pas d'équilibre thermodynamique, c'est impossible de les étudier. C'est impossible de calculer, par exemple, l'entropie. L'entropie ne se calcule que si le système est en équilibre thermodynamique. D'accord? Alors, je passe à une autre définition qui est très, très connue en probabilité, qui est la factorielle. Comment calculer la factorielle? Je peux donner un exemple simple. Je peux poser une question. De combien de manières différentes n personnes peuvent-elles s'asseoir sur n chaises? J'ai un certain nombre de personnes, d'accord? Par exemple, une dizaine de personnes. Et j'ai n chaises. J'ai 10 chaises. Alors, dans ce cas, quel est le nombre de manières différentes pour que je prenne ces personnes-là et je vais leur choisir des chaises? Alors, si je prends la première personne, bien sûr, elle a le droit de choisir entre la chaise numéro 1, la chaise numéro 2, jusqu'à la 10e, par exemple. D'accord? Donc, elle a combien de choix? Il a 10 choix. D'accord? Là, je donne un exemple de 10, mais je peux parler de n. Donc, si j'ai n personnes, n chaises, donc il a n choix. Bien sûr, il va occuper cette chaise. Il reste combien? Il reste 9. Donc, lorsqu'il arrive la deuxième personne, combien? Entre la première chaise, la deuxième, jusqu'à la 9e. Donc, combien il a de choix? Il a 9 choix.
il reste que 8 chaises. La troisième personne arrive, il va choisir entre la chaise numéro 3 jusqu'à 10. Donc, il a 7 choix, ainsi de suite. La dernière personne, il va trouver une chaise. Donc, il a un seul choix. D'accord? Là, j'ai donné l'exemple de 10 personnes, 10 chaises. Mais si j'ai N personnes qui vont occuper N chaises, bien sûr, la première personne a N choix, la deuxième personne a N-1 choix, la troisième personne a N-2 choix, et la dernière personne a un seul choix. D'accord? Donc, le nombre total de choix, et puisque je parle de E, ça veut dire N personnes qui vont occuper N chaises. D'accord? Donc, j'ai E. D'accord? Alors, à combien de combinaisons, bien de choix, bien de manières différentes que je peux avoir en total? C'est N fois N-1 fois N-2 fois jusqu'à 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le factoriel de N. N factoriel. D'accord? N factoriel. Alors là, je donne un exemple. Par exemple, si j'ai 5 personnes et 5 chaises, bien sûr, je peux avoir, la première personne va avoir 5 choix sur les 5 chaises, la deuxième 4 choix, puisqu'il lui reste que 4 chaises, la troisième 3 choix, la quatrième 2 choix, et la cinquième, il a une seule chaise, un seul choix. Donc, le nombre de manières différentes pour faire le choix des chaises est 5 fois 4 fois 3 fois 2. Donc, 5 fois 4, c'est 20, fois 3, c'est 60, fois 2, c'est 120. Donc, la factorielle de 5, c'est 120 choix, ou bien on l'appelle aussi configuration. Donc, je peux avoir 120 configurations. Cette factorielle, elle est très importante en physique statistique parce qu'on va la trouver partout. D'accord? On va la trouver partout. Tout le temps, on va trouver n factoriel. D'accord? Et parfois, pour calculer n factoriel, surtout si le nombre est énorme, parce que en physique statistique, comme je l'ai dit dans le premier chapitre, on ne va pas étudier une dizaine ou une centaine de systèmes, de particules, mais des milliards et des milliards. J'ai dit que, j'ai donné un exemple, je crois, d'un centilitre d'eau qui contient 3,3 10 puissance 26 molécules, particules. Donc, c'est un nombre qui est énorme. Et lorsqu'on trouve des combinaisons qui sont sous forme de factoriel, alors, n factoriel, 3,3 10 puissance 26 factoriel, c'est un nombre qui est énorme, vraiment énorme, d'accord? Parfois, on ne peut pas l'écrire même sur 1 kilomètre, d'accord? Il y a des chiffres, je ne sais pas combien, d'accord? Si je veux calculer 10 puissance 26 factoriel. C'est pour cela qu'on revient un petit peu à une formule qui est très connue en mathématiques, qui s'appelle la formule de Stirling. Et cette formule, elle est applicable en mathématiques, la formule de Stirling, si n est grand. Parce que si n est petit, est égal à 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 100, je calcule même avec la calculatrice, je peux faire 100 factoriel, il me donne le résultat. Mais si j'écris, par exemple, 10 puissance 6 ou 10 puissance 10 factoriel, et la calculatrice va m'écrire erreur. Alors, cette formule qui est très connue en mathématiques s'appelle la formule de Stirling et n'est appliquée que si le nombre n est grand. Cette formule, elle n'est pas égale à racine de 2πn, etc., mais à peu près égale. D'accord? Elle est à peu près égale. Parce que la valeur exacte de n factoriel, je ne peux pas la trouver. Mais de racine de 2πn fois n puissance n fois exponentielle moins n. D'accord? Et parfois, si ça, vous l'avez déjà vu lorsque vous avez fait des TP, lorsque le nombre est énorme, surtout lorsque vous utilisez des pressions qui varient, par exemple, avec la température, vous trouvez des pressions de l'ordre de 10, 100, 1000,
10 000, etc. Il y en a 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4. Et bien sûr, si on voulait tracer comment varie la pression en fonction de la température, sur un papier normal, c'est impossible. C'est pourquoi on utilise ce qu'on appelle le papier logarithmique. D'accord? On calcule le logarithme décimal de 10 puissance 1, ça donne 1. Logarithme décimal de 10 puissance 2, ça donne 2, 3, etc. Donc, sur l'échelle des ordonnées, l'échelle des Y, je vais avoir 1, 2, 3, 4, etc. Et sur l'échelle des abscisses, je vais avoir des températures qui varient, par exemple, 20, 25, 30, etc. Donc, c'est facile de tracer log de P en fonction de température. Mais P en fonction de température, sur un papier normal, c'est impossible. C'est impossible. Parce que la première valeur de P, elle est égale à 10, la première 100, combien je vais compter de tirer, la troisième 1000, la quatrième 10 000, etc. Donc, c'est impossible de tracer la pression en fonction de température. C'est pourquoi on utilise le logarithme de P. La même chose ici. Du fait que n factoriel, c'est un nombre qui est très très grand, on utilise d'une manière générale le logarithme de cette formule. D'accord? Pour simplifier un petit peu la formule. Alors, au lieu de parler de n factoriel, on va parler tout le temps dans la physique statistique de log de n factoriel. À quoi est égal log de n factoriel? Je viens ici, je calcule log de racine de pi n. Donc, ça donne log, je peux faire sortir 1,5 log de 2 pi n. D'accord? Plus, parce que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Plus n fois log de n. D'accord? Moins n fois log de l'exponentielle, qui est égal à 1. D'accord? Log de E est égal à 1. Je parle ici de log népérien. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver là log 1,5 log de 2 pi n, plus n log de n, moins n log de E. Donc, si je mets un facteur n ici, n facteur de log de n moins n, d'accord? N en facteur, c'est moins 1, pardon. N log de n moins 1, n en facteur de log de n moins 1. Et qu'est-ce qu'il reste ici? 1,5 log de 2 pi n. Donc, du fait que n est très grand, bien sûr, je peux négliger log de pi n devant n. D'accord? Devant n. Parce que n, c'est un nombre qui est très, très grand. D'accord? Donc, je néglige ce premier log de ce premier terme. Il reste que n log de n moins n. Donc, la formule de Stirling, il peut être simplifié avec le logarithme sous cette forme. Log de n factoriel, chaque fois, on ne va pas le calculer, mais on va le remplacer par n log de n moins n. Tout le temps. Lorsqu'on trouve un certain n factoriel en physique statistique, on calcule son logarithme. Et bien sûr, on ne va pas garder son logarithme, parce que là, même avec la machine, là, je ne peux pas trouver la valeur exacte, mais je trouve la valeur approchée, d'accord? Qui est n log de n moins n. Donc, je peux faire un exercice, je crois, dans la première série. Le premier exercice, il parle de comment trouver cette formule de Stirling. C'est très important. Et comme j'ai noté tout à l'heure que le premier terme, on l'a négligé devant grand N, parce que N, ce sont des milliards et des milliards. Alors, si je fais un petit calcul pour un certain nombre de N, par exemple, lorsque je dépasse 50 devant un milliard, là, c'est rien du tout. Lorsque je dépasse, par exemple, un nombre de 50, oui, question. Wow. Alors, j'ai dit que la formule par les mathématiciens, c'est n factoriel est égal à racine de pi n fois n puissance n fois exponentielle moins n. Ça, c'est démontré à l'aide des intégrales, développement limité. Donc, c'est un travail qui est très, très long. Ça ne nous intéresse pas, mais qui nous intéresse est que cette formule, elle est toujours exacte. Parce que si je calcule un nombre quelconque avec, par exemple, 5 factoriel, et je remplace ici n par 5, je vais trouver que ces deux valeurs sont très, très proches. Il y a une erreur qui est négligeable. D'accord? Donc, cette formule, elle est tout le temps vraie en mathématiques. Non en physique, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on ne va pas utiliser cette formule. D'accord? On veut simplifier un petit peu les choses. Comme je l'ai expliqué avec la pression et la température, il vaut mieux utiliser le logarithme. Donc, si je calcule le logarithme de n factoriel, qu'est-ce que ça donne?
Là, c'est A fois B fois C. Donc, c'est log de A plus log de B plus log de C. D'accord? Log de A, je trouve log de racine de pi n. Voilà le premier terme. Log de B, c'est n fois log de n. D'accord? Si je compare n fois log de n avec log de pi n, maintenant je fais n, c'est un nombre qui est très grand. Là, il y a log de pi n, on a n fois log de n. Donc là, je peux négliger ce terme devant n. Il y a 1 fois log de pi n, on a plus n log de n. Où n, il est très très grand. Donc je néglige ce terme-là. Le premier terme, je l'ai négligé. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n log de n. C'est le premier terme. Ou le deuxième terme, si je calcule son logarithme, c'est kharaj moins n, d'accord? Log de e, log népérien. Et log de e, c'est 1. Qui prend moins n. Donc log de n factoriel, c'est n log de n moins n. C'est la formule qu'on va utiliser tout le temps en physique statistique. Ou cette formule, elle est toujours valable, elle reste toujours valable. Si je donne un exemple, par exemple, à partir de 50, je trouve une erreur de 3%. Les valeurs avec lesquelles je travaille en physique statistique, ce n'est pas des dizaines ou des centaines ou des milliers, mais des milliards. Elle est juste, par exemple, 1000, si je remplace la valeur n par 1000, je peux trouver une erreur de 0,1%. Donc, ce sont des erreurs que je peux commettre en utilisant la formule de Stirling qui est négligeable. Log de n factoriel, c'est n log de n moins n, exactement. Sans faire aucune erreur. D'accord? C'est clair? Je continue ou je reviens? Oui. C'est clair? C'est bon? Oui. D'accord. Oui. Ok. Alors, là, la formule de Stirling, c'est à apprendre par cœur. On peut la démontrer, la série numéro 1. J'ai donné un exercice, on peut montrer un petit peu comment on peut arriver à cette formule de Stirling. D'accord? Mais sinon, on peut l'apprendre par cœur et l'appliquer chaque fois. Aucun problème. D'accord? On peut l'appliquer à tout instant. Alors, là, en séance comme probabilité, on peut parler des arrangements et des combinaisons. D'accord? Les arrangements et les combinaisons. Quelle est la différence entre un arrangement et une combinaison? D'accord? Je réponds par poser une question simple qui dit que de combien de manières différentes peut-on choisir P objets parmi N objets, sachant qu'on peut les distinguer. On a des billes de différentes couleurs, d'accord? D'accord, la première bille, elle est rouge, la deuxième, elle est bleue, la troisième, elle est jaune, la quatrième, elle est blanche, etc. Donc, je peux les distinguer. Je peux distinguer entre le premier objet et le énième objet. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des paquets de P objets parmi N. Supposons que j'ai, on a l'exemple, j'ai 5 objets, 5 billes par exemple, et je vais faire des objets de 3, P est égal à 3, l'exemple là, P est égal à 3. Allez, je fais des paquets de 3. Je vais choisir, par exemple, le premier choix que je peux faire, et je vais choisir la bille bleue, par exemple, rouge, verte. Donc, le premier paquet, le premier choix. Le deuxième choix, rouge, noir, etc. D'accord? Là, je peux, les couleurs, je peux parler comme si billes-là sont numérotées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les choix que j'ai, c'est quoi? J'ai 1, 2, 3, j'ai 1, 2, 4, j'ai 1, 2, 5, etc. D'accord? Alors, dans ce cas-là, qui m'intéresse, si je peux distinguer entre les objets, je dois faire un arrangement. C'est quoi un arrangement? Le nombre de combinaisons de P éléments parmi N que je peux trouver est le premier choix que j'ai, c'est N. Le deuxième choix que j'ai, c'est N-1. Le troisième choix, comme l'exemple que j'ai fait pour la factorielle. Le troisième choix, c'est N-2, ainsi de suite. Mais je dois m'arrêter à N-P plus 1. Pourquoi? Parce que je dois faire des paquets de P. Maintenant, les chaises, je me suis arrêté à 1. Maintenant, chaque personne doit occuper une seule chaise. Maintenant, par contre, je vais faire des paquets de P éléments. Donc, je dois m'arrêter à N-P plus 1. D'accord?
Donc, si je fais le produit de n, n-1, n-2, etc., pour les P1, si je compte combien de termes ici j'ai, je vais trouver P termes, le premier, le deuxième, etc., jusqu'à P termes. Par exemple, dans le cas où P est égal à 3, je vais trouver N, par exemple, N est égal à 5, je vais trouver 5, 4, 3. Donc, je vais avoir que 3 termes. D'accord? 5 fois 4 fois 3. Alors, cet arrangement-là, à quoi est égal? Est égal à n factoriel sur n moins p factoriel. On est d'accord? N factoriel sur n moins p factoriel. Alors, l'arrangement. J'ai donné un exemple simple. Si on a n choix pour le premier objet, on a n choix. Le deuxième objet, on a n moins 1 choix. Le troisième objet, on a n moins 2 choix. Et je dois m'arrêter au pm objet. Ce n'est pas l'exemple que j'ai donné pour les n personnes, n chaises, mais là, je fais des paquets de P. D'accord? Je dois m'arrêter au PM. Je fais le produit N, N-1, N-2, mais je dois arrêter. Lorsque j'arrive au PM terme, je m'arrête. D'accord? Donc, N moins P moins 1. Les parenthèses, N moins P plus 1. D'accord? L'exemple que j'ai donné, pour n est égal à 5 et p est égal à 3, le premier choix que je peux faire, c'est 5 choix. Le deuxième choix, c'est 4 choix. Et le troisième, c'est 3. Donc, je dois m'arrêter. Puisque j'ai un paquet de 3, je dois m'arrêter ici. Donc, j'ai 5 fois 4 fois 3. 5 fois 4, c'est 20, fois 3, c'est 60. Donc, j'ai 60 choix que je peux faire. On va donner un exemple pour bien comprendre les choses. D'accord? L'exemple que je peux faire. J'ai 5 billes que j'ai numérotées. Je les ai numérotées de 1 à 5. D'accord? On a un nombre de paquets qui est constitué de 3. De 3 billes, pardon, distinctes. De 3 billes distinctes. Je peux les distinguer. D'accord? Qu'on appelle des paquets de 3. Alors, le nombre de paquets que je peux avoir, alors que je peux faire avec ces 5 billes, le premier choix, c'est 1, 2, 3. Je parle la bille 1, la bille 2, la bille 3. Qu'on appelle un paquet. عاود يمكن نجمع un autre paquet, نعمل فيه la bille 1, la bille 2, la bille 4. Un autre paquet où je peux faire la bille 1, 2, 5. L'autre 1, 3, 2. L'autre 1, 3, 4. Etc. 1, 3, 5, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 5, 1, 5, 2, 1, 5, 3, 1, 5, 4. Les choix avec la première bille est égale à 1. Son numéro est égal à 1. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La même chose pour si je commence par choisir la bille 2 et je fais des paquets de 3. D'accord? Je fais des paquets, le nombre total de paquets que je peux avoir. يعني كنختار la deuxième bille مثلا هي 1 كنختار 3. d'accord كنرجعوا نمطهم عاود كنجيب لا بي دو الاولى شنو باقي اللي باقي كنختار عاود 1 عاود 4 un deuxième choix je commence par la bille 2 كنختار 1 et 5 le troisième choix ainsi de suite. Donc le nombre total de choix que je peux faire avec la bille numéro 2 c'est aussi 12 choix. D'accord? La même chose, je peux le faire avec la bille 3, 4, 5. Donc, le nombre total de choix que je peux faire, de combinaisons que je peux faire, c'est bon. Donc, le résultat total de combinaisons que je peux faire est 12. Chaque bille, 12. La bille 1, 12, la bille 2, 12, la bille 3, 12, etc. C'est 12 fois 5 est égal à 60 paquets que je peux avoir. C'est le nombre total de choix que je peux faire. D'accord? À condition que ces billes-là je peux les distinguer les unes des autres. Ils sont numérotés. La bille fait un raqm wahad, la bille fait un raqm jouj, etc. D'accord? Donc, le nombre de choix que je peux faire est 60. Comment calculer 60? J'ai la formule de l'arrangement. Je remplace 5, n par 5, et je remplace p par 3. Et là, tu as 5 factoriels sur 5 moins 3, ça fait 2 factoriels.
Donc 5 factoriel, c'est quoi? C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2. Je simplifie 2 avec 2, 5 fois 4 fois 3. Donc 5 fois 4, c'est 20, fois 3, c'est 60. Donc le nombre total de choix que je peux avoir, les possibilités que je peux avoir, c'est 60 choix. D'accord? Supposons maintenant que je ne peux pas distinguer entre les billes. Les billes sont de même couleur, de même forme, etc. Combien de choix je peux faire? D'accord? Combien de choix? Ça, je dois appliquer ce qu'on appelle la combinaison. C'est-à-dire, je vais chercher le nombre de combinaisons de P éléments parmi N, comme si je fais des paquets de P à partir de ces N billes. D'accord? Alors, je donne l'exemple, le même exemple que tout à l'heure. N est égal à 5, j'ai 5 billes et je vais faire des paquets de 3. Mais cette fois-ci, on ne peut pas distinguer entre ces différentes billes. D'accord? On ne peut pas faire la distinction. Donc, le nombre de choix que je fais lorsque je fais la distinction, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le premier choix, c'est 1, 2, 3. Le deuxième choix, c'est 1, 2, 4. Le troisième choix, c'est 1, 2, 5. Le quatrième choix, c'est 1, 3, 2. Je l'ai barré. Pourquoi je l'ai barré? Il y a deux choix. D'accord? دابا ما كنفرقش بين لابي 3 لابي 2. d'accord ممكن نعمل لابي 2 في الاول ولابي 3 في التالي او لابي 3 في الاول لابي 2 في التالي. donc ce choix بالنسبه لي je l'ai déjà fait, donc je le barre. علاش؟ لان je peux pas distinguer entre les différentes billes. Je continue. J'ai le droit de faire 1 3 4, 1 3 5. Mais quand on sonne 1 4 2, quand je vais à 1 4 2, je l'ai déjà choisi ici, 1 2 4. بما ان les billes, je ne peux pas distinguer entre la 2 et la 4. كان ممكن نكون عملت الاولى 4 او لا 2 لان ملي كنشوف الباكي كنجبر 1 2 4 par exemple. Donc je la barre. كنشوف ce choix là 1 4 3, il existe déjà. 1 3 4. 1 4 5, je peux le choisir. 1 5 2, il existe déjà. 1 2 5. Donc je le barre. 1 5 3, la même chose, il existe déjà. 1 3 5, il est là. 1 5 4, il existe déjà. 1 4 5. 2 1 3, il existe déjà. 1 2 3. 2 1 4, il existe déjà. 1 2 3, 1 2 4. 2 1 5 aussi, il est là. 2 3 1, elle est là. Je l'ai déjà choisi. D'accord? Cette fois-ci, je ne peux pas distinguer entre une bille et une autre. 2 3 4, je ne l'ai jamais choisi. Donc, je le considère, je le compte. 2 3 5, la même chose. Par contre, 2 4 1, elle est là. 2 4 3, elle est quelque part ici. 2 3 4. Donc, elle est déjà. 2 4 5, je ne l'ai jamais compté. 2 5 1, elle existe déjà. 1 2 5. 2 5 3, elle est quelque part ici. 2 3 5, elle existe déjà. 2 5 4, la même chose. Où est-ce qu'il est? Elle est là. D'accord? Il reste 3 4 5. Donc, le nombre de choix que je peux faire lorsque les billes, je ne peux pas distinguer entre une bille et une autre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le nombre total de choix que je peux faire lorsque les billes sont les mêmes, je ne peux pas distinguer entre la première et la deuxième, c'est 10 combinaisons. Si j'applique cette relation des combinaisons, elle dit que, je l'appelle en mathématiques NP, elle dit qu'elle est égale à n factoriel sur n moins p factoriel fois p factoriel. Pourquoi p factoriel? Parce que normalement, le nombre de combinaisons de p éléments parmi n, c'est quoi? C'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois jusqu'à n moins p plus 1. Je compte p termes, mais il faut éliminer les choix que j'ai déjà faits. C'est pourquoi je divise par 1 sur p factoriel. D'accord? L'élimination des choix que j'ai déjà faits, le nombre ADA, c'est 1 sur, dans ce cas, on a 3 paquets, donc je divise sur 1 3 factoriel. Je divise sur 1 sur 6. Le résultat de je le divise par 6. Il y a 60 je dois la diviser par 6.
sur 1, 3 factoriel. D'accord? 1 sur 3 factoriel. La même chose ici. La combinaison, c'est l'arrangement, les choix de là, mais je dois éliminer les choix que je peux répéter. Lorsque les billes, je ne peux pas distinguer entre une bille et une autre, donc je dois les éliminer. D'accord? Comment les éliminer? En divisant ce résultat-là, l'arrangement, par P factoriel. Ce qu'on appelle la combinaison, il y a N factoriel sur N moins P factoriel fois P factoriel. D'accord? Alors, en effet, pour chaque configuration, on ne distingue pas les P objets choisis. Il y a P factoriel configuration, on les distingue. C'est-à-dire, c'est le nombre de manières de classer ces P objets. Pour n est égal à 5, par exemple, l'exemple que j'ai donné, et P est égal à 3, je remplace n par 5, P par 3, là, 5 moins 3, ça fait 2. Donc, on a un 5 fois 4 fois 3 factoriel. Je peux l'éliminer avec 3 factoriels que j'ai ici. Donc, il me 5 fois 4, il y a 20. Divisé par 5 moins 3, ça fait 2. Donc, 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc, je n'ai que 10 choix lorsque les particules, en général, les particules sont les mêmes. D'accord? Sont les mêmes. Je ne peux pas distinguer entre particules et une autre. En physique statistique, lorsque je parle d'un gaz, par exemple, un gaz il est constitué des molécules qui sont, je ne peux pas distinguer entre une molécule et une autre. Donc là, si je parle d'un gaz d'une manière générale, je dois faire appel à la combinaison. D'accord? À la combinaison. En général, lorsque j'entends un gaz, je fais appel à la combinaison. D'accord? À n factoriel sur n moins p factoriel fois p factoriel. Alors, NP se note parfois C, N et P, d'accord? Il s'appelle le coefficient binomial, d'accord? Ou le binomial. Lorsque N et P et la différence N moins P sont grands, c'est notre cas en physique statistique parce que le nombre N est très grand, P est très grand, et la différence aussi, elle est très très grande, on peut utiliser la formule de Stirling. Voilà l'utilisation de la formule de Stirling en physique statistique. Alors, dans ce cas, je calcule log de NP, log de CNP, à quoi est égal? Est égal à log de n factoriel que, en appliquant la formule de Stirling, je le remplace par n log de n moins n, d'accord? Moins, parce que là, c'est le dénominateur, moins p, moins log de p factoriel, où j'applique aussi la formule de Stirling, ça donne p log de p moins p. D'accord? Et là aussi, n moins p factoriel, c'est moins n moins p log de n moins p moins n moins p. On a moins n, on a moins n, on a moins n, ça fait plus n, donc n casse n ou p moins p. Donc, il prend le résultat. Dans le cas où je calcule log de la combinaison, c'est n log de n moins p log de p moins n moins p log de n moins p. Là, c'est plus simple. Mais à condition que n est très grand, c'est un nombre de particules qui est très grand, en le comparant avec 1, P aussi doit être très grand, et la différence aussi doit être très grande. D'accord? Il y a ce qu'on appelle aussi des probabilités discrètes. Discrètes, je peux donner un exemple simple. On considère par exemple des expériences, toujours je reviens au dé, et chaque fois je vais revenir à l'exemple des dés. D'accord? C'est plus simple de comprendre un petit peu les choses. Si on lance 2 dés, le premier il est rouge et le deuxième par exemple il est bleu, qui peuvent avoir plusieurs résultats. Alors le résultat que je peux avoir avec le premier dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il a 6 faces. Le deuxième dé, il a la même chose, 1, 2 jusqu'à 6. Donc le nombre total de résultats que je peux avoir, soit 1, 1, soit 1, 2, soit 1, 3, soit 1, 6, soit 2, 1, soit 5, etc. Donc, avec 1, si, par exemple, le premier dé, je trouve toujours 1, avec le deuxième, je trouve de 1 à 6, donc il y a ce résultat.
Donc, avec le 1, j'ai 6 résultats. Avec le 2, j'ai 6 résultats. Avec le 3, 6 résultats. Donc, le nombre total des résultats, c'est 6 au carré. Donc, je peux avoir 36 résultats. D'accord? Puisque le D rouge vaut 1, par exemple, et le D bleu vaut 1. La même chose pour si le D rouge vaut 1, le D bleu vaut 2, etc. Donc, si je fais des binômes de 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc., je vais trouver 36 binômes. Les 36 résultats en général. Chaque fois qu'on répète l'expérience, on fait un tirage. Il s'appelle un tirage. Dans le langage de probabilité, on parle d'un tirage et on appelle un événement toute propriété, vraie ou fausse, du résultat d'un tirage. Un événement, par exemple, je vais m'attendre à un événement, par exemple, avec ce D, je vais avoir 5. D'accord? Donc, mon événement, je l'appelle quand est-ce que je vais avoir le chiffre 5. Bien sûr, si je fais un tirage quelconque, mon résultat peut être vrai, je peux avoir 5, peut être faux, ou je peux avoir un autre chiffre, 1 ou 2 ou 6, etc. D'accord? Donc, l'événement, c'est le résultat, et en faisant un tirage. On sait que la probabilité d'un événement, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Ça, c'est clair. Soit la probabilité, elle est nulle. Je parle d'un événement qui est impossible. La probabilité d'un événement impossible est égale à 0. D'accord? Soit la probabilité d'un événement certain, qui est toujours vrai, quel que soit le tirage, est égal à 1. Quand est-ce que je peux parler d'un événement certain? Supposons que le D est truqué. Chaque face, elle fait 1. 1, 1, 1 de tous les côtés. Donc, je lance le dé, chaque fois, je vais trouver 1. D'accord? Donc, tous les tirages, je vais avoir le même événement, 1. Donc, je peux parler d'un événement qui est certain, qui est toujours vrai. D'accord? Et dans ce cas, la probabilité est égale à 1. Et entre les deux, entre 0 et 1, on peut avoir une probabilité de l'événement quelconque. Et les probabilités, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. D'accord? La formule a dit, même s'il vous paraît très très simple, mais on va l'utiliser tout le temps. Il va nous faciliter beaucoup de choses. C'est une condition. D'accord? La probabilité est comprise entre 0 et 1. Si on connaît les probabilités de chacun des résultats possibles de l'expérience, on peut calculer la probabilité de n'importe quel événement en additionnant les probabilités des résultats favorables. Maintenant, je donne un exemple. D'accord? Il suffit de trouver la probabilité d'un certain événement. Et bien sûr, pour chercher les autres probabilités d'un résultat quelconque, je vais voir, par exemple, je donne un exemple. Supposons que l'événement, la probabilité de l'événement que je cherche est la somme des dés est égale à 4. D'accord? Un des 2 dés. Lorsque je lance les 2 dés, je dois avoir la somme est égale à 4. Quand est-ce que je vais avoir la somme est égale à 4? Soit avec le premier dé est égal à 1, le deuxième 3, soit avec le deuxième dé, le premier dé par exemple rouge est égal à 2, le deuxième 2, soit avec, lorsque le rouge est égal à 3 et le bleu est égal à 1. Donc, j'ai 3 cas que je peux avoir ici. Pour avoir la somme est égale à 4. Évidemment, je vais chercher 4 comme somme, donc le résultat est fou. D'accord? Dans ce cas, combien je vais avoir la probabilité? J'ai dit que le nombre total de combinaisons que je vais avoir, c'est 36. D'accord? N'oublions pas que le nombre total de combinaisons, c'est 36. Voilà, j'ai 3 cas, donc c'est 3 sur 36. 3 sur 36, c'est 1/12. Donc la probabilité pour avoir la somme des dés est égale à 4, c'est 1 sur 12. D'accord? Par exemple. Alors, il y a... pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour parler de la sommation des résultats, de la sommation des probabilités. Il y en a pour avoir 1 et 3, donc c'est un événement
avec quelle probabilité? C'est un événement 1 sur 36. D'accord? 1 sur 36. On a des P1 est égal à 1 sur 36. P2 est égal à 1 sur 36. P3 est égal à 1 sur 36. Et pour avoir la probabilité pour que la somme des D est égale à 4, je fais une somme. 1 sur 36 plus 1 sur 36 plus 1 sur 36. Ça fait 3 sur 36, que j'ai donné tout à l'heure, 1 sur 12. D'accord? 1 sur 12, c'est la probabilité. Donc, ça s'appelle la condition de normalisation. Qu'est-ce que c'est la condition de normalisation? C'est que la somme de toutes les probabilités, de tous les résultats, est égale à 1. Je donne un exemple. Je peux dire que avec un dé, je lance un dé, et quelle est la probabilité d'avoir, par exemple, 1? Par exemple, 1 sixième. La probabilité d'avoir 2, supposons 1 sixième. La probabilité d'avoir 3, d'avoir 4, 5, 6, par exemple, c'est toujours 1 sixième. Si je fais la somme de la probabilité d'avoir 1, le premier résultat, la probabilité d'avoir le deuxième résultat, ainsi de suite, donc 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 6 fois, ça fait 6 sur 6 est égal à 1. Donc, c'est toujours la somme des probabilités de tous les résultats possibles, c'est 1. Il s'appelle la condition de normalisation. Donc, on doit tenir ces deux formules et que la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 et que la somme des probabilités de tous les résultats est égale à 1. Là, c'est très important, ces deux formules. D'accord? En général, tous les résultats sont équiprobables. Aucun n'est privilégié. Ils ont tous la même chance de se produire. Et je dis que la probabilité d'un événement est le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats possibles. Déjà, ce truc-là que j'ai dit ici, tous les résultats sont équiprobables. Là, si je prends le dé qui a 6 faces, qui peut me dire que la probabilité d'avoir, par exemple, 1, elle est le double de la probabilité d'avoir la face 2. D'accord? Il n'y a aucune logique. Comme j'ai dit ici, aucune face n'est privilégiée. D'accord? Donc, logiquement, je parle de la logique, tous les résultats sont équiprobables. J'ai la même probabilité d'avoir 1, la même probabilité d'avoir 2, la même probabilité d'avoir 3 jusqu'à 6. Donc, 1 sixième, la probabilité d'avoir 1, c'est 1 sixième. La probabilité d'avoir 2, c'est 1 sixième, ainsi de suite. D'accord? Alors, je peux dire qu'ils ont tous la même chance de se produire. Et c'est très important en physique statistique. Le résultat que j'ai dit, que je donne ici, il est très, très important. Il y en a, en physique statistique, je parle d'un système qui est constitué d'un nombre énorme de particules. D'accord? D'un nombre énorme de particules. Et bien sûr, je vais, puisque le nombre est très grand, je ne peux pas suivre l'évolution de chaque particule seule, mais je vais donner des probabilités d'existence de la particule 1, par exemple, à la place 1, qui est à une certaine vitesse P1, etc. Donc, qui peut me dire que la particule 1 va avoir la probabilité P1, qui est le double de la particule 2, qui va avoir la probabilité P1 sur 2. C'est pas logique. Donc, tous les résultats sont équiprobables. Ça veut dire que toutes les particules ont la même probabilité d'exister quelque part. D'accord? Et ça, c'est très, très important. On dit que, là aussi, on dit que la probabilité d'un événement est le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats possibles. Mathématiquement, pour calculer P, la probabilité, on cherche le cardinal de A sur cardinal de N. Qu'est-ce que ça veut dire le cardinal de A? Ça veut dire le nombre de résultats favorables. Maintenant, je vais chercher avec le D les chiffres 1 et 3. Donc, les résultats favorables, c'est 1 et 3. Combien de fois? Le cardinal, c'est le nombre de fois que je peux avoir 1 ou 3. D'accord? Donc, le nombre de fois que je vais avoir 1 ou 3 divisé par cardinal de N. Qu'est-ce que ça veut dire cardinal de N? C'est le nombre de résultats possibles. Pour le D, le cardinal de N est égal à 6. Le nombre de résultats possibles, c'est les 6 faces. D'accord? Pour avoir 1 ou 2, par exemple,
le nombre favorable, c'est 1 ou 2. Donc, il y a 2 résultats favorables. Divisé par 6, ça fait 1 tiers. Donc, pour avoir 1 et 3, par exemple, donc, avec la probabilité 2 sur 6, 1 tiers. D'accord? Et mathématiquement, on l'écrit comme ça. La probabilité est égale cardinal de A sur cardinal de N. Alors, on peut aussi utiliser les propriétés suivantes. Comme je l'ai expliqué avant, la probabilité de A et B, lorsque je dis et, je fais le produit, à condition que ces 2 événements sont indépendants. Alors, sache qu'on a une dépendance entre l'événement A et l'événement B. Parce qu'on a une condition sur A et B. La probabilité d'avoir A ou B, c'est l'addition. C'est la somme des 2. C'est la probabilité de A plus la probabilité de B. D'accord? Et bien sûr, si les 2 événements sont dépendants, je fais moins la probabilité de A et B. C'est-à-dire, quand on a une intersection entre A et B, j'élimine cette intersection. Mais si les événements A et B sont indépendants, là, c'est égal à 0. La probabilité A et B sont indépendants, donc c'est égal à 0. Mais sinon, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A et B. D'accord? Donc, je crois que je vais m'arrêter ici. Il reste 3 ou 2 pages qu'on va traiter la prochaine fois, Inch'Allah. Je vais essayer aussi de préparer la première série qu'on va commencer la semaine prochaine. Moi, je propose mardi matin, mardi matin vers 10h. عندكم شي حاجة ولا لا؟ Non. لأن نورمالمون d'après l'emploi du temps اللي كان عندي العام اللي فات شفت بأن ماردي ماتان دو 10h à midi كاين واحد الجروب عنده معايا التي دي داكور والاخرين ما عندهم والو دونك يمكن كلشي تبع معايا التي دي ماردي ماتان دو 10h à midi. Oui, monsieur. دونك جو في غادي نعطيكم ان شاء الله اليوم لا بروميير سيري فكروا فيها شويه. On va la discuter la semaine prochaine. Ou pour les cours, on a dit qu'on a un cours par semaine ou mercredi à 15h. D'accord? Donc samedi حيدنا لأن ما خصناش نمشيو بالزربة في الكور، نمشيو مع التي دي. D'accord? Donc التي دي إن شاء الله يكون mardi de 10h30 pardon, 10h30 à midi, من 10 ونص 12. Ou le cours, ça sera chaque mercredi de 15h à 16h, 16h30. ولو ليان كما قلت لكم غادي نحتفظوا بلو ميم ليان لان كتجبر عندكم بعض المرات ما كيوصلكمش لي ميساج دونك لو ميم ليان اللي عندكم هنا حتى لو وقع لي شي مشكل وتبدل ولا هذا غادي تدخلوا الكالندري وغادي تجبروا لو ليان دي كور اوكي وبيان سور سو كو جو في شاك اني قبل ما نبدا الكور كنحاول نشوف الطلبه سي زون دي كيسيون ا بوزي sur les parties qu'on a déjà vues ensemble. Préparez des questions. Si vous avez des questions à poser, on peut les traiter ensemble avant de commencer le cours. Vous me posez vos questions, soit par message, soit oralement directement. Je peux les traiter ou la reprendre l'explication du cours, etc. On va نكمل le cours ديالنا إن شاء الله. OK? Ok. D'accord, monsieur. D'accord. Il y a des questions? نتفرقوا؟ غادي يكون حضوري ما كرهتش ولكن باقي انت كتشوف الامور كيفاش عامله ما مستحيل يكون حضوري. حنا دائما كنقولوا اذا نقصت الحالات وهذا يمكن نعملوا حضوري ولكن انت كتشوف الحالات كيتزادوا يعني راه بنادم كيخاف اكثر دابا ما كنبغيش يكون حضوري ما نعم غادي نحاول شنو غنقدر نعمل غادي نطلب من الاداره يعطوني ايصال بالسبوره وداك الشيء ونشرح لكم في السبوره وانتم تتبعوا لي الفيديو ما فهمتوش شي حاجه كتوقفوني كنعاود نشرحها اكسيتيرا ولكن كان جو بريفير سور لو طابلو نشرح لكم في الطابلو احسن من بوربوينت ولا سور اورديناتور غادي نشوف مع الاداره يعطوني ايصال ويكون لي كاميرا وتتبعوا معايا بحال اللي حاضرين معايا سي بون
ما سمعتكش مزيان، عاود. ما عندي معلومه على لي تي بي. لي تي بي نورمالمون اما يكونوا حضوريين ولا ما يكونوش. انه اذا بقات الحاله هكذا مستحيل نعملوا التي بي، واذا نقصت شويه يمكن نعملوا التي بي، ولكن المشكل ديال الفيزيك لي جروب بزاف. لي جروب تقريبا كنا كنعملوا 12 ديال لي ستوديون في ان جروب، راه كنوصلوا حتى 40 50 60 جروب. يعني واذا نقصنا دابا عندنا غير 6 الطلبه راه نوصلوا حتى 100 لي جروب، وما كنشوفش كيفاش فين هما لي صال فين الوقت. التي بي بالنسبه لي 90% ما يكونش بالنسبه لي انا. داكور. بالنسبه للتليسير ما كان عندك شي تسجل لنا الفيديو تخلي لنا ما كرهتش، ولكن سجلوه نتوما كما قلت الطلبه، حاولوا تسجلوه ملي نبدا نشرح، سجلوه نتوما وخليوه عندكم. شكرا. داكور اوكي. على سمي بروشين ان شاء الله. واش غادي يكون بالنسبه للسي دي كاع لي موديول نفس الشيء ولا غير ستاتيستيك؟ اش غنقول لك، كل واحد وعنده الطريقه ديالو. انا بالنسبه لي انا جو بريفير نمشي لانسان، نطلب انسان من الاداره ويكون فيها شي كاميرا وتتبعوا معايا في السبوره، وانا نخدم معكم في اورديناتور. كل استاذ الطريقه ديالو. المهم انا نقول القناعه ديالي انا. يعني ما كاينش الحضور. بهاد الظروف هذه مستحيل يكون حضور. استاذ الكوب كاين نهار الاربعاء من 5 ل 6 ياك؟ لا كما عملنا اليوم من 3 ل 4. انت سنة تعرف 3 ل 4. اوكي دونك على السمي بروشين ان شاء الله.